Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ce matin de nouveau pour un petit déjeuner débat de la chaire gouvernance et régulation sur un sujet dont on va essayer de le rendre à la fois technique, politique et aussi stratégique. Il s'agit du nouveau cadre européen des aides d'État. Je dis nouveau puisque un encadrement mis à jour a été publié en début d'été, affiché comme venant en appui du pacte pour l'industrie propre, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle le Green Deal européen, avec une ambition de renforcer la compétitivité, en particulier de l'industrie européenne, tout en accélérant la transition vers la neutralité carbone. Donc, autrement dit, faire de la décarbonation un moteur de compétitivité plutôt qu'un frein. Dans ce contexte, cette communication de la Commission vient actualiser les règles encadrant les aides d'État, dont d'aucuns pourraient considérer qu'elles peuvent parfois contrevenir aux ambitions des acteurs ou des États dans ce domaine. Elle couvre un large éventail de domaines, soutien à l'investissement dans des technologies dites plus propres, la production d'énergie décarbonée, l'innovation industrielle et également la question des prix de l'électricité, la maîtrise des coûts que représente l'électricité pour les entreprises. On va en apprendre un peu plus en détail, donc je ne veux pas tout révéler. Voilà, l'idée étant de venir s'interroger sur la mesure dans laquelle on peut assouplir les règles qui peuvent aujourd'hui aboutir à des prix d'électricité parfois volatiles, parfois élevés. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants aujourd'hui. Je vais dire 2 mots. Donc, Éric Paroche, vous êtes associé chez Hogan Lovells et spécialiste du droit de la concurrence, notamment des aides d'État. Vous reviendrez en particulier pour commencer sur le texte, ce qu'il dit, éventuellement ce qu'il laisse aux États membres la possibilité de faire. Dominique Jam, vous êtes directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie que l'on ne présente plus, et vous recontextualiserez tout cela dans la situation française en apportant, comme toujours, le regard équilibré du régulateur sur l'équilibre entre fonctionnement du marché et intervention de l'État. Puis Christian Buchel, en tant que président de l'Union française de l'électricité, vous nous partagerez la vision du secteur électrique avec tous ces différents niveaux de chaîne de valeur. Et enfin, Laurent Courtois, grâce à vous, nous ouvrons un avis plus reflétant celui d'un grand site consommateur et de façon plus générale en tant que membre de la commission technique de l'UDIDEN en matière d'électricité, donc l'Union des industries consommatrices d'énergie. Vous pourrez nous partager ce point de vue des industriels. Voilà. Ensemble, on va donc essayer de s'interroger sur plusieurs questions. D'abord, que dit exactement la Commission ? Comment se situe la France en matière de compétitivité et d'électricité, et dans quelle mesure ce texte peut-il permettre de faire évoluer les choses, et plus largement, comment concilier des prix compétitifs, une transition énergétique et des enjeux de souveraineté. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Éric Paroche pour nous présenter ce texte plus en détail. Merci Catherine pour cette présentation. Effectivement, donc je suis avocat et pas partenaire. Voilà, les traductions anglaises sont parfois littérales, sont parfois misleading. Donc, alors il y a un petit paradoxe à commencer un débat sur prix de l'électricité et compétitivité européenne en parlant d'aide d'État. Il m'avait semblé que l'ambition de la libéralisation des marchés de l'énergie, c'était précisément de baisser les prix de l'électricité pour doper la compétitivité européenne, et que cette idée, elle est née dans les années 80, donc il y a quand même une trentaine d'années. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, la Commission européenne n'envisage toujours pas de politique énergétique sans aide d'État, en raison de défaillances de marché. Donc ce qui paraît contre-intuitif par rapport à l'ambition initiale de libéralisation des marchés de l'énergie. Petit historique de l'encadrement des aides d'État qui a été publié par la Commission européenne au mois de juin. Il trouve son origine dans l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Donc on a en février 2022
ce choc géopolitique qui entraîne une flambée des cours de l'énergie, met en difficulté un certain nombre d'entreprises en Europe, et la Commission européenne, comme elle l'avait fait au moment du Covid, comme elle l'avait fait au moment de la crise financière de 2008-2010, réagit très rapidement en adoptant en mars 2022 un encadrement temporaire de crise des aides d'État pour aider les entreprises affectées par cette guerre. En 2023, et la guerre se poursuivant, mais la Commission européenne, disons, tenant compte de ses autres ambitions politiques, transforme cet encadrement en un encadrement temporaire de crise et de transition. Donc en incluant des mesures de soutien à la transition vers une économie décarbonée. Et donc en juin 2025, on a ce nouvel encadrement visant à soutenir le pacte pour une industrie propre, comme le rappelait Catherine. Donc c'est un texte qui fait une 50aine de pages, qui est très technique et très technocratique. Voilà. Typiquement un texte de l'Union européenne pour lequel on a besoin d'avocats, de consultants, d'économistes pour comprendre ce qu'il y a dedans. De manière générale, en fait, la logique, c'est simplement la Commission européenne expose dans ce texte les conditions qui, si elles sont respectées, lui permettra d'autoriser rapidement les régimes d'aide nationaux que les États membres lui notifieront. Donc c'est une sorte de vade-mecum de ce qu'elle encourage les États membres à faire en matière d'aide dans le secteur de l'énergie, étant précisé que les États membres doivent toujours lui notifier les régimes d'aide et qu'elle les examinera et regardera si les conditions qu'elle a posées dans cet encadrement sont respectées. Si c'est le cas, elle autorise rapidement. Comme souvent en aide d'État, la Commission européenne donc, s'engage à autoriser les aides publiques qui ont pour effet d'inciter les investisseurs privés à investir à leur tour. C'est un effet d'entraînement. Et normalement, c'est censé démultiplier l'investissement privé. Il faut que les aides soient nécessaires pour pallier une défaillance du marché, et enfin, qu'elles soient proportionnées, c'est-à-dire strictement limitées au strict minimum pour provoquer cet effet d'entraînement. Ça fonctionne. Pardon. Cet effet d'entraînement de l'investissement privé. Alors après, donc dans ces 50 pages d'encadrement, on a une sorte d'inventaire à la Prévert des types d'aides que la Commission s'engage à autoriser. Catherine en a déjà parlé de quelques-unes. On a les aides aux investissements dans la production ou le stockage d'énergie propre, avec une insistance toute particulière sur l'hydrogène renouvelable. Voilà, ce qui a suscité un peu ma perplexité, puisque ce que je lis dans les Échos depuis un an, c'est que l'hydrogène n'a pas l'air d'être l'énergie du futur qu'on espérait. Les aides aux investissements dans de nouvelles capacités de production flexibles d'énergie, donc pour pallier les intermittences de l'éolien et du solaire. Les aides aux investissements des industriels visant à réduire soit les émissions de gaz à effet de serre, soit la consommation d'énergie. Et des aides aux investissements dans toute nouvelle capacité de production, on va dire de technologies propres, comme dit la Commission européenne. Donc ça va de capacité de production d'hydrogène, de systèmes photovoltaïques, d'éoliennes, de batteries et de capacité de stockage d'énergie, de pompes à chaleur, etc. Alors je voudrais juste terminer par un focus sur les aides à la réduction temporaire. Tout est dans le terme temporaire, du prix de l'électricité pour les gros consommateurs d'énergie. Ça illustre un peu justement les conditions que pose la Commission européenne aux différents types d'aides. Et je pense que ce sera cette aide qui sera particulièrement pertinente pour alimenter le débat ce matin. Donc le postulat de la Commission européenne, c'est de constater que les entreprises européennes sont en concurrence avec des entreprises extra-européennes bénéficiant de prix de l'électricité beaucoup plus bas. D'où un
double effet, une incitation des entreprises à délocaliser leur production en dehors de l'Europe. Et on sait à quel point, depuis l'élection, enfin même depuis le pacte de Biden pour l'industrie américaine et l'élection de Trump, les entreprises européennes sont incitées à aller produire aux États-Unis, et parallèlement une désincitation à investir dans l'électrification. Alors, les conditions pour autoriser les aides à la réduction temporaire du prix de l'électricité, il faut qu'elles bénéficient aux électro-intensifs, ce qui est logique, soumis à une concurrence d'entreprises extra-européennes et dont l'activité peut être facilement délocalisée. Alors, pour savoir quelles sont ces entreprises, la Commission européenne nous renvoie à une liste, à une annexe d'un autre texte, dont la lecture, alors là ça fait que 4 pages, la lecture est assez amusante puisque ça va de la production de sel à la ficellerie, corderie, fabrication de filets, la fabrication de vis et de boulons, mais je rassure tout de suite Laurent Courtois, on a aussi la sidérurgie et la métallurgie de l'aluminium. Donc les conditions d'autorisation de cette aide à la baisse des prix, c'est qu'il faut que l'aide ne permette pas une baisse de prix de plus de 50% par rapport au prix annuel moyen du marché de gros dans la zone où l'entreprise est installée. Ensuite, cette baisse de prix ne doit concerner au maximum que 50% de la consommation annuelle d'électricité. Et enfin, il y a un plancher fixé par la Commission européenne. Et donc, la baisse de prix ne doit jamais aller au-delà d'un plancher de 50 € le mégawattheure. Ce qui est intéressant dans ce texte de la Commission européenne, c'est, et ça, je pense que c'est assez... enfin, c'est le modèle européen et assez français finalement, c'est qu'on n'autorise pas l'entreprise à faire ce qu'elle veut de ses économies réalisées sur le prix de l'électricité, puisque l'entreprise, pour pouvoir bénéficier de cette baisse de prix, doit réinvestir au moins 50% de l'économie réalisée dans de nouvelles capacités de production ou de stockage d'énergie renouvelable, dans des améliorations de l'efficacité énergétique ou dans l'électrification. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si ces aides sont utiles et nécessaires. Et pour cela, je vais passer le micro à Dominique, et je serai très intéressé de savoir si Laurent Courtois va encourager le gouvernement français à adopter un régime d'aide dont il pourra bénéficier pour faire baisser les prix d'achat d'électricité. Merci pour le passage de ballon. Alors, je ne vais pas du tout répondre à la question posée aussi directement de savoir si l'État doit ou non intervenir financièrement pour aider les entreprises sur le prix de l'électricité. Sur ce sujet, le régulateur est neutre. Donc, on a des missions, peut-être en un mot, qui sont données par des textes européens, notamment de réguler les réseaux d'électricité et de gaz qui sont des monopoles, de surveiller les marchés de gros notamment, qui se développent dans toutes ces dimensions, et puis des missions un peu plus franco-françaises qui sont liées aux tarifs réglementés de vente, au calcul du coût du nucléaire et au développement des énergies renouvelables, où on met en œuvre la politique, on instruit les appels d'offres, comme d'ailleurs beaucoup de nos collègues régulateurs européens. Moi, je vais vous parler du prix de l'électricité. Il y avait prix d'électricité, compétitivité, c'est quand même important de faire un point. Ceux qui sont dans le secteur suivent ça tous les jours, voire plus fréquemment, donc le savent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On a aujourd'hui, depuis la sortie de crise, qu'on peut dater à peu près, alors ça a commencé fin 2023 à baisser, mais depuis début 2024, on est à peu près dans une phase où les choses sont stabilisées, avec un marché qu'on peut décrire comme favorable aux consommateurs. On a des prix en France qui sont de l'ordre de, je prends sur moyenne longue, depuis peut-être début de l'année, 60-65 € à peu près lorsqu'on voit sur 3 ans, qu'on peut contractualiser sur 3 ans. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de fournisseurs qui proposent de tels contrats où on peut aller directement sur les marchés. On voit même sur ces dernières semaines depuis la rentrée un peu plus bas, on est en dessous de 60 sur 26. Et on est autour de 60 en moyenne sur les 3 ans, 26, 27, 28. On a aussi du 29 qui existe. Au-delà, le marché n'a pas de visibilité, en tout cas en France. C'est important parce que pour les industriels, la question de la visibilité à long terme, au-delà de 3, 4, 5 ans, est un facteur très important. Mais donc le marché européen, et ça c'est le second point, c'est qu'il
valorise la compétitivité du système électrique français, puisque ces prix sont des prix français et sont bien meilleurs que les équivalents chez nos principaux partenaires et voisins européens. Je regardais ce matin, on a même 30 € d'écart, on a atteint les 30 € d'écart avec l'Allemagne sur 2026, on a entre 20 et 25 € sur les 3 ans qui viennent, parce que le prix allemand baisse un peu plus vite qu'en France, mais en France il a tendance à augmenter légèrement. Sur l'Italie, c'est 45 € d'écart. L'Espagne est comme nous, le Royaume-Uni a une trentaine d'euros d'écart. Donc, le marché valorise correctement, on peut dire, le parc nucléaire dans sa modération de prix et la stabilité qu'il octroie. Donc, d'où vient cette performance? Donc, d'abord, le parc nucléaire. Je pense qu'on peut... je le dis pas assez souvent dans mes interventions, donc en préparant, c'est l'occasion, quand même, la performance d'EDF, des équipes d'EDF dans la gestion du parc nucléaire. Ils ont retrouvé la maîtrise. Là, vous avez vu qu'ils ont augmenté en début de semaine la prévision sur l'année 370. C'est des milliers de salariés, des équipes, des managers qui font tourner le parc régulièrement. C'est quand même un énorme atout. Il y a eu la crise de 22 qui a été très difficile, évidemment, pour tout le monde. Mais là, ça y est. Donc ça, c'est quand même le premier point. De manière générale, la performance de la production, beaucoup de NR qui se développent et qui aident dans l'équilibre offre-demande. Donc tout ça, c'est du positif. Un point positif sur cet équilibre, la consommation qui ne repart pas. Elle a vraiment baissé 6-8% pendant la crise. Et là, on stagne au niveau de sortie de crise. Donc on a à peine monté en 24 et 25, on ne va pas monter du tout, en tout cas jusqu'à septembre. Et donc, les marchés voient bien que est-ce que ça va remonter en 25 non, en 26 peut-être, etc. Donc l'équilibre offre-demande, il est décalé un peu parce que tout le monde commence à prendre conscience que la remontée de la consommation va être plus lente que prévu. En fait, c'est deux forces qui s'affrontent. C'est la force de l'efficacité énergétique, qui est assez puissante. C'est des politiques puissantes. On critique beaucoup le C2E, mais enfin, année après année, ils conduisent à des efforts de maîtrise de l'énergie, industrielle. L'ensemble, les particuliers, tout le monde fait des efforts. Donc ça va à la baisse. L'électrification qui est relativement lente, qui compense, mais qui pour l'instant ne va pas au-delà, ce qui fait qu'on a cette stagnation à un niveau vraiment nettement inférieur de l'avant-crise. Donc ça, c'est le prix, je parle bien des prix, ce qu'on appelle calendaire. Si vous êtes un électro-intensif, vous consommez 8000 heures par an ou 7000 heures, vous avez ce prix-là. Il vous est disponible. En revanche, ce qui a changé par baisser des prix, finalement, quand on fait des moyennes 10 ans avant la crise, on était autour de 50. Donc, on est 60 aujourd'hui, 65. Avec l'inflation, on est revenu pas loin du niveau de l'avant-crise. Ce qui a changé, c'est les variations au sein de la journée. Ces prix moyens sont relativement modérés. En revanche, il y a des très fortes variations, de très nombreuses heures à zéro ou autour de zéro, voire les prix négatifs. Alors, on parle beaucoup des prix négatifs, parce que ça étonne. Les gens, pas forcément les économistes qui comprennent leur signification, mais au-delà des heures prix négatifs, il y a beaucoup d'heures à 0, 2, 5 euros, et inversement, beaucoup d'heures à 100, 150 euros. Donc, la flexibilité de la consommation est fortement valorisée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change. Si vous êtes capable de déplacer vos heures de consommation une bonne partie de l'année entre 12 heures et 17 heures, et que vous avez un fournisseur qui vous fait une offre qui valorise cette flexibilité, vous allez être gagnant dans le système. Si inversement, vous consommez tout le temps aux heures de pointe parce que vous n'avez pas le choix ou que vous n'avez pas la flexibilité et vous n'avez pas les moyens de vous offrir du stockage pour décaler votre consommation, vous allez finalement payer plus cher que ce 60-65 euros qui est le prix flat. Donc, grosse valorisation de la consommation, de la flexibilité de la consommation. Et là, beaucoup d'innovations, beaucoup de services pour aider les consommateurs qu'ils peuvent à identifier, valoriser la flexibilité, faire des efforts. Si vous avez une flotte de véhicules électriques, vos salariés arrivent le matin, il la branche à 9 heures, c'est peut-être pas optimum. Trouver un moyen de gérer votre système pour décaler que la recharge se passe à midi et vous allez gagner, et le système électrique y gagnera aussi. Deuxième point quand même intéressant, c'est que les autres pays européens, et là c'est intéressant de voir les perspectives offertes par l'Union européenne, ne restent pas les bras croisés. Donc on assiste à beaucoup d'interventions publiques chez nos voisins pour baisser le prix de l'électricité, notamment pour les électro-intensifs, pour les entreprises de manière générale, mais même pour le grand public. Donc l'Allemagne a annoncé il y a quelques temps une subvention de 26 milliards d'euros sur 4 ans, c'est quand même 6,5 milliards par an, juste pour baisser le tarif de réseau,
qui avait commencé à augmenter trop fortement. Donc ça, c'est dépenses budgétaires de 26 milliards d'euros pour baisser les tarifs de réseau. L'Italie a annoncé, là c'est un peu une différence, je ne sais pas exactement les régimes en Italie sur l'aide spécifique dirigée vers les entreprises. En revanche, un énorme effort pour développer la production. Donc, des appels d'offres massifs sur les ENR. Il y en a un qui a donné un résultat hier, je ne les ai pas en tête, mais des gigawatts d'ENR et du stockage, donc très, très original. Donc 50 gigawattheures de stockage, qui sont annoncés. Là, 10 ont été attribués. Ça fait 5 gigawatts de stockage pendant 2 heures. Donc, l'idée est simple, c'est simplement d'éviter de gaspiller la production renouvelable. Et donc, plus vous mettez de stockage, plus vous allez utiliser à plein votre production solaire. En Italie, ils sont en train de développer le solaire. Donc, ils ont aujourd'hui une situation qui est assez mauvaise, hein, plus de 100 euros de base, mais ils font tout ce qui est en leur pouvoir, avec beaucoup d'argent public mis sur la table, pour faire baisser tout ça. On verra le résultat que ça donne. Mais l'idée générale, c'est que côté français, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, entre guillemets. On a des prix satisfaisants aujourd'hui. La tentation serait de dire, tout est bon, arrêtons de développer des énergies. On entend le débat politique, hein, donc simplement d'avoir en tête que ce sont l'énergie de temps long, donc si on s'arrête, tant qu'on se réveille quand les prix remontent, on peut se retrouver à avoir beaucoup de temps en situation difficile. Donc il faut avoir conscience que la situation est dynamique et que les pays voisins s'activent à faire baisser le prix de leur électricité. Peut-être un mot aussi pour dire que donc, les marchés vont bien, mais dans le cadre français, il y a quand même des garde-fous publics. Après, je m'arrêterai là. Donc, si les marchés flambaient, pour quelque raison que ce soit, EDF, avec son parc nucléaire, très probablement en bénéficierait, gagnerait beaucoup d'argent. Et donc, il y a un système qu'on appelle le versement nucléaire universel, qui fait que dans ce cas-là, en fonction des revenus captés par EDF sur son parc nucléaire, il y a un premier seuil au-delà duquel il reverse la moitié des revenus excédentaires aux consommateurs français dans leur ensemble, et un second seuil plus élevé, au-delà duquel il reverserait 90% du bénéfice. Donc, dans le cas où les marchés se dégraderaient du point de vue de l'équilibre offre-demande et que les prix flamberaient, les consommateurs français seraient en partie protégés des hausses de prix. Et puis la deuxième composante du système finalement qu'on a mis en place, et j'ai oublié de parler de l'Arenh, hein, qui s'arrête, maintenant pour nous c'est d'histoire ancienne, donc je n'en parle plus, donc il s'arrête fin 25. Aujourd'hui il y a encore de l'Arenh à 42 € dans les factures des Français. Je parlais un peu du cadre après, donc le VNU, et aussi les contrats long terme d'EDF. Donc là ce ne sont pas des contrats de fourniture, on appelle ça des contrats d'allocation de production nucléaire, c'est des partenariats, donc c'est réservé aux consommateurs industriels d'une certaine taille et stature, capable de s'engager en versant un versement de tête, en fait, à faire un peu l'équivalent de si c'était coactionnaire d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires. Donc, moyennant un engagement, ils ont ensuite accès à la production nucléaire, on va dire, at cost, alors avec les risques qui vont avec. C'est-à-dire que si, at cost, je vois qu'il peut y avoir des grimaces, mais quelque chose qui ressemble à du at cost, mais avec les risques qui vont avec, vous avez investi, mais si la production nucléaire n'est pas là, pour quelque raison que ce soit, vous en subissez aussi les risques et les avantages. Voilà, je m'arrête là sur la description de la situation des marchés. Ravi d'être avec vous ce matin, ça fait du bien. Donc, l'Union française de l'électricité, que je préside depuis quelques mois, juste pour préciser, ça regroupe effectivement l'ensemble du secteur électricité, c'est-à-dire c'est les producteurs, qu'ils soient purs électrons d'ailleurs, ou électrons-molécules, ou électrons-molécules-barils, puisque il y a EDF, il y a Total Energy, il y a Engie, si je prends les grands producteurs, il y a tous les producteurs renouvelables hein, qui sont autour de la table du conseil d'administration à travers leurs syndicats professionnels, et puis il y a les réseaux RTE, Enedis, des entreprises locales, et puis il y a de plus en plus d'acteurs qui se définissent pas forcément ou sont pas vus dans on va dire dans l'écosystème français notamment comme des acteurs de l'ELC. C'est les gens qui font du stockage électrochimique, des gens qui travaillent sur les flexibilités, connecter la flexibilité de la production, qui est une réalité physique avec la flexibilité. Voilà, donc l'UFE regroupe tout ça. Alors Catherine commençait à dire décarbonation, est-ce que c'est un avantage compétitif? Moi, le premier message est plutôt une question, quoi. Quand vous regardez le monde, qui est-ce qui répond oui vraiment à cette question? Est-ce qu'on est sûr que c'est l'Europe?
Alors, il y a les 50 pages que Eric a eu beaucoup de mérite à essayer de résumer. Pas sûr qu'un CEO des entreprises que je viens de citer a lu ou lira jamais dans sa vie les 50 pages. La question, c'est est-ce que l'Europe est vraiment celle qui a pris une décision politique majeure de décarboner? Si la réponse est oui, il faut que quelqu'un m'explique quand même pourquoi, au plein milieu de l'été, sur un terrain de golf en Écosse, la même Europe, elle signe qu'elle va acheter 750 milliards de dollars d'hydrocarbures, un peu de nucléaire dedans, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. D'hydrocarbures, ça fait 250 milliards par an, sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 60-70 milliards. Sachant qu'en plus, je ne fais pas de juridique, je suis incompétent total, mais je ne crois pas que ce soit Mme von der Leyen qui achète le GNL. Donc, ce sont les entreprises, ce n'est même pas les États, ce sont les entreprises. Donc, je dis juste que, est-ce que l'Europe le veut vraiment, ça? C'est-à-dire qu'on a fixé des objectifs pour la voiture électrique. Deuxième exemple concret, pardon d'être très concret, mais sur les voitures électriques, on dit 2035. 2035, c'est dans 10 ans. C'est loin 10 ans. Ceux qui sont encore étudiants, ils seront dans la vie active. Et on dit, bah, finalement, là, la pente, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Ah bah, réfléchissons. Peut-être on peut décaler de 10 ans. Je rappelle juste une voiture qui sera immatriculée en 2035, qui est une voiture thermique. Elle va rouler 20 ans, donc elle va émettre du CO2 pendant 20 ans. Parce qu'on ne va pas l'arrêter en 2037. Bon. Donc moi, je pose la première question, est-ce qu'on le veut vraiment, tout ça? Est-ce qu'on le veut vraiment? N'est-on pas plutôt dans une Europe qui est dans la tiédeur, pour pas dire... des fois, quand c'est presque, je parle d'hésitation, quoi. Hein, mais en fait, on est dans la tiédeur. Un peu de ci, un peu de ça, et pas trop de ci, et pas trop de ça. Donc ça, c'était une question. La deuxième remarque que je fais toujours sur le sens, c'est, j'ai marqué Drill Baby Drill versus Fait électricité Raoul Dufy. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, effectivement, on comprend qu'aux États-Unis, on a une culture, ce sont des espaces très différents, qu'on a tous la conquête de l'Ouest, etc. On sait que dans la structure mentale qui va de génération en génération, ah oui, le pétrole, c'est la conquête, c'est le progrès, c'est avancer vers, on va dire, plus d'efficacité, plus de richesse au sens collectif du terme. Et nous, on a la fait électricité, qu'on a complètement paumé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un président des États-Unis qui est réélu pour la deuxième fois, qui dit ça au monde entier, au sommet, pas n'importe où, pas dans un café devant un bar. Il dit ça au grand rendez-vous économique du monde à Davos. Il dit drill baby drill. Et nous qui avons les inventeurs de l'électricité, je dis ça parce que je pense qu'il faut aussi, y compris dans cette université, être fier de notre histoire. On a les inventeurs de l'électricité, je ne vais pas les citer, les Marie Curie, les Ampère, etc. On a réussi à emmener la population dans cette aventure. On a quand même construit des barrages, on a enlevé des villages, on a enlevé l'église et le cimetière, on l'a déplacé pour mettre de l'eau, pour construire des barrages, pour avoir de l'électricité pendant plus d'un siècle. Je ne sais pas si on faisait un calcul de temps de retour à l'époque. On a pris des décisions majeures, on a une fierté. Je dis Raoul Dufy parce que cette fierté s'est exprimée dans des expos universelles et on dit la France, c'est l'électricité. La lumière, je ne rappelle pas toutes les publicités d'EDF à l'époque qui ont été déclinées en fonction de la période. Et je trouve que c'est le deuxième message que je partageais. La première était une question, mais le deuxième message, c'est est-ce que nous sommes vraiment fiers de ça, Et le troisième élément que je veux donner, parce que les 50 pages, ils sont ceux-là, mais il y a beaucoup d'autres textes. Là. Mon équipe m'a mis tous les textes européens qui contribuent à ça. Il y en a un paquet, parce qu'il n'y a pas que 50 pages à lire. Il y en a tout un tas d'autres paquets qui ne sont pas tous cohérents entre eux, d'ailleurs. Bon, mais ça veut dire qu'on ne sait pas très bien où on veut aller. Donc, je réponds à pas la première question. Mais quand même, là, on parle tous de la crise des prix en 2022. Mais enfin, regarde, je ne suis pas le seul qui était déjà né dans les années 80 ou 70. Enfin, quand même, on sait quand on importe des hydrocarbures, la géopolitique, elle joue. C'était vrai sur le charbon. On a créé l'Europe du charbon. Donc, on a pris des décisions autrement radicales, que de faire 50 pages dans les années 70.
quand Pierre Messmer il décide de construire le parc nucléaire, et Dominique, tu as eu raison de le rappeler, parce que la compétitivité électrique en comparaison de nos voisins d'aujourd'hui, c'est parce que des décisions radicales, et j'assume ce mot, ont été prises dans une autre période. Et de ce point de vue-là, quand même, je sais qu'on n'est pas compétent juridiquement. Quand je dis on, c'est l'Union européenne. Mais quand même, moi qui suis très franco-allemand, je pense souvent à ça. 1979, on crée le SME, le système monétaire européen. Voilà, j'ai grandi le long du Rhin et je traversais le Rhin tous les jours. Est-ce qu'en 79, il y avait plus d'écart entre, structurellement, mentalement et techniquement, entre le Deutschmark et le franc, par rapport à la politique énergétique allemande et française? Réfléchissons à ça. Moi, je réponds qu'il y avait encore plus d'écart entre le mark pour tout un tas de raisons structurelles. Eh bien, 79, ça faillite, donc Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Kohl, Maastricht, ça doit être 92. 92 Maastricht, ça faillit. Pardon? C'est Schmitt à l'époque. J'étais sur Maastricht déjà. Mais Maastricht, ça faille basculer. Non, mais pourquoi je dis ça? 24 ans après, on a estimé que pour la compétitivité de l'Europe, et je dis bien pour la compétitivité de l'Europe, on a créé l'euro. Et on a aujourd'hui des euros sur notre carte bleue. Bon. Ben, je comprends pas qu'effectivement, on n'aille pas au-delà de 50 pages pour dire si vraiment on veut décarboner, on a une politique digne de ce nom et on se donne les moyens d'assumer ce qu'on dit. Et je termine juste par les prix. Merci Dominique d'avoir rappelé quelques fondamentaux, parce qu'on entend quand même tellement de bêtises, pardonnez-moi, mais on est dans un lieu de la science et c'est tellement compliqué maintenant de mettre un peu de science et de rationalité dans les décisions politiques. Moi, quand je suis arrivé là, président de l'UFE, mais j'ai entendu des choses hallucinantes sur les prix de l'électricité. J'étais au directoire d'Enedis, donc j'étais moins touché, voilà, j'étais plus dans les infrastructures et je présidais l'Association européenne des réseaux. Mais quand même, quand vous avez des grands décideurs politiques, y compris, on va dire, dans les instances patronales, on dit bah, l'électricité, repris par des journaux, bien sûr, l'ELC en France est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. C'est un truc qui a été repris dans les journaux, hein, je pouvais retrouver dans les journaux. Mais je trouve que c'est scandaleux, excusez-moi, je trouve que c'est scandaleux de relayer des âneries pareilles. Parce qu'on parle de quoi aux États-Unis? On parle du Texas, c'est peut-être vrai. Mais on ne parle pas de la Californie, d'ailleurs, c'est pas le même prix sur Californie du Nord, Californie du Sud. Donc il se trouve que j'avais un peu le temps, j'ai regardé les prix, et là je peux vous dire, j'ai insisté sur le fait, hein, j'ai balayé une bonne partie des 50 des États des États-Unis pour donner le prix spot. Donc je pense qu'on a aussi une responsabilité collective. Alors je sais que c'est très compliqué encore une fois de mettre un peu de science, et là on rentre dans tu l'as dit Dominique, dans des campagnes, voilà, des campagnes présidentielles ou je sais pas quel type de campagne, et donc tout ce qu'on dit, parce qu'on le dit de façon fausse pendant 10 fois, on pense que ça devient une vérité. Donc moi, je pense, et l'UFE a une responsabilité, hein, donc Dominique, tu le sais, je pense que moi-même aussi, j'ai une responsabilité de remettre un peu de rationalité sur les prix. Et je trouve que c'est super, Laurent, que c'est toi, comme client, hein, qui parlait de ça. Moi, je connais pas, je connais bien sûr les sujets qui sont les vôtres, mais moi, pas compétent pour voilà ce que tu vas dire, la part, j'imagine, de l'électricité dans les coûts, ce que ça représente pour le cash, etc., d'une entreprise par rapport à l'investissement. Mais je nous invite quand même, chaque fois qu'on parle des LC, de ne pas seulement parler des textes et des 50 pages, mais de redonner un peu de sens. Ça va être dur de faire la transition. Bonjour, je suis ravi de voir un public qui est aussi féminisé, parce que c'est vrai que la table ronde n'est pas forcément beaucoup, mais ça veut dire que l'avenir est là, j'en suis ravi. Donc moi effectivement, ça viendra. Donc moi j'interviens au nom du coup d'Aluminium Dunkerque, donc le nom je pense parle en soi, on produit de l'aluminium sur Dunkerque, mais j'interviens également au nom de l'Uniden. L'Uniden, donc c'est une association qui regroupe les intérêts sur les questions énergétiques de l'industrie française dans sa globalité. Finalement, on représente à peu près 70% des consommations de l'industrie française, donc on a une voix qui est relativement représentative des intérêts des industriels français, et notamment des énergo-intensifs, et donc pour aujourd'hui, les électro-intensifs, dont Aluminium Dunkerque fait évidemment partie. Quand on parle, enfin moi je suis ravi du sujet, parce qu'effectivement l'électricité, quand on parle, moi je suis sur le Dunkerquois, et quand on fait des tables rondes et autres,
L'électricité, c'est le critère numéro 1 d'attractivité pour les entreprises. Quand on parle de critère numéro 1, on parle effectivement compétitivité de l'électricité, et ça, on en a parlé, j'en reviendrai un peu dessus. Mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a aussi l'aspect disponibilité. Donc disponibilité, on l'entend comme le raccordement, mais on l'entend aussi par la qualité de l'énergie, de l'électricité. En tout cas, pour un site qui continue, enfin qui est très sensible, la qualité est un critère important. Et c'est vrai qu'on peut le signaler en France. On a le RTE qui fait un travail plutôt, de grande qualité sur cet aspect-là. Mais on a aussi des questions de visibilité. Et également de plus en plus de manière prégnante la partie contenu carbone de l'électricité. Et effectivement, avec le parc nucléaire, on est plutôt chanceux sur ce point-là. Donc, on a des atouts en France, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on capitalise dessus pour l'avenir? Ça, c'est une autre question. On l'a dit, effectivement, la France, aujourd'hui, par rapport à ses voisins européens, elle est compétitive. C'est vrai que si on se compare par rapport à l'Allemagne, on l'a toujours fait historiquement. Aujourd'hui, on est plus compétitif sur le volet électron. Attention, il y a quand même une différence entre le prix de l'électron et le prix de l'électricité, notamment pour les sites électro-intensifs, les soumis à la concurrence internationale. On a différentes choses. On a les taxes, on a le transport, on a la flexibilité. Voilà. Donc, attention à bien dissocier la partie électron de l'électricité. Souvent, effectivement, on a tendance à mixer un peu les deux, et c'est en ça qu'il est très compliqué également de donner, d'affirmer qu'un prix est plus compétitif que l'autre. On a souvent du mal à segmenter un peu les types de clients et donc les avantages qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Donc attention là-dessus. Donc effectivement, en Europe, on est bien placé. Maintenant, et ça a été rappelé, les aides dont on parle aujourd'hui, elles sont faites pour lutter par rapport à la concurrence internationale. Et je vois sur l'aluminium, d'autant plus, nous on est très exposé à la concurrence internationale. Effectivement, on a des concurrents en Allemagne, donc on s'en sort plutôt bien. Après, on n'a plus de concurrents en Europe. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'existent plus. Et pourquoi ils n'existent plus? Parce qu'on a eu la crise 2022. Et du coup, nos concurrents, ils sont extra-européens. Et ils sont là où on a de l'électricité, pour le coup, enfin de l'électricité et pas de l'électron, compétitive. On parle de 30 à 50 euros par mégawattheure. Okay. Donc, quand en France, on est sur un prix de l'électron aux alentours de 60, on voit que derrière, il est nécessaire d'avoir des mécanismes autres pour essayer de faire baisser la facture des industriels. Voilà. Donc, le constat, donc effectivement, on a sur des points européens, enfin des systèmes européens qui veulent essayer d'amortir les amortisseurs de crise et autres. Est-ce qu'ils sont opérants? La réponse est non. C'est plus simple. On a parlé des 50 pages avec. Je voyais des gens qui faisaient les gros yeux quand on parlait de 50% de 50 euros sur 50-50. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute manière, ce mécanisme-là, il y a une petite ligne entre les deux qui dit ça ne peut pas se cumuler avec ce qu'on appelle la compensation indirecte des coûts du carbone dans l'électricité. Et en France, en l'occurrence, ce mécanisme s'applique. Et donc, tout ce qui est prévu en dehors, en plus de ce mécanisme-là, ne sera pas opérant pour la France. D'autant plus que ce mécanisme-là, il a vocation à être temporaire. Et c'est le gros problème, c'est que derrière, on va parler, donc on lie ça avec des investissements dans la décarbonation. Les investissements dans la décarbonation, on parle de, en tout cas pour nous, plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc c'est des investissements, et de manière générale dans l'industrie, qui s'amortissent sur le long terme. Okay, donc, d'un côté, on vous demande de décarboner et vous allez devoir l'amortir sur 10, 15 ans. De l'autre côté, on vous dit, OK, on vous soutient sur 2 ans maximum. Donc, un opérateur rationnel ne va jamais prendre la décision d'investir pour décarboner ou pour électrifier ses process. Et on le constate, en fait. Aujourd'hui, on voit l'électricité, aujourd'hui, elle est compétitive, mais on ne voit pas de hausse de consommation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas la visibilité de se dire, est-ce que demain, cette électricité elle sera toujours compétitive par rapport à la concurrence internationale ou intra-européenne pour certains. Donc ça, le cadre, et ça, c'est une demande qu'on a, il nous faut justement cette visibilité, un cadre clair. Alors effectivement, parfois c'est contradictoire, et il y a certains exemples, je pourrais revenir aussi dessus, mais c'est surtout voilà un cadre de visibilité long terme et qui ne change pas dans le temps, parce que l'investisseur a généralement une aversion au risque, et donc au plus on le rassure, au plus on va pouvoir faire des choses.
Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est vrai que le système, aujourd'hui, on nous engage, enfin, on nous demande de nous décarboner. Donc, nous, on est ravis de vouloir décarboner. Gardons en tête que cette décarbonation et tous les aides qui vont avec, elles ne sont faites, donc on appelle ça aide d'État, mais finalement, les aides d'État, elles viennent juste compenser un surcoût qui a été voulu et mis en place par l'Europe. Et quand on dit compenser, c'est compenser de manière partielle. Je vais vous prendre un exemple dont j'en ai parlé, c'est la compensation indirecte des coûts du carbone. On vient du coup compenser un surcoût, donc le coût du CO2 dans l'électricité, pour les consommations utiles à notre production. Ça, on considère que c'est une aide d'État. Donc, compenser quelque chose qui a été une surcharge par rapport à la concurrence internationale, c'est une aide d'État. Et compenser de manière partielle. Donc, derrière, quand on parle de compétitivité, on vient juste, enfin, gardons ça en tête, hein, on vient juste essayer d'avoir le même niveau qu'on avait par avant, où l'industrie européenne n'était déjà pas compétitive. Gardons ça en tête. Donc, juste sur la compensation indirecte, hein, le sujet, les règles sont définies par l'Europe, effectivement, et aujourd'hui, les règles, elles sont remises en jeu. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est justement à ce que l'Europe donne le cadre et la visibilité sur ce mécanisme-là, qui, pour beaucoup d'industries, est vital. Et donc, si on se dit, OK, on le prolonge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des conditions X ou Y, ça ne marchera pas. Donc, nous, ce qu'on appelle vraiment, c'est la pérennisation des règles. Après, il y aura des gagnants, des perdants, peu importe. Mais on aura un cadre clair et qui nous permettra d'avancer pour certains et peut-être d'arrêter pour d'autres. Voilà. Sur le niveau européen, je pense qu'il faut aussi constater que on a quand même un changement et une prise en compte des intérêts industriels. Il y a quelques années, c'était effectivement la décarbonation à tout prix. Peu importe. Donc on mettait un prix du CO2, on visait 300, 400 euros, on le vise encore, soit dit en passant. Mais on voyait ça comme l'alpha et l'oméga. Là, on a quand même un switch qui s'opère côté de Commission européenne en disant, OK, il faut décarboner. Par contre, prenons en compte la compétitivité de l'industrie, puisqu'en fait, s'il n'y a plus d'industrie, enfin, la solution numéro 1 pour décarboner, c'était délocaliser. Donc voilà. Donc on omettait complètement le fait que importer des produits en général à contenu carbone plus élevé, c'est pas forcément très bon pour l'environnement, mais voilà, l'Europe se voulait le chevalier blanc de la décarbonation. Là, il commence à prendre en compte les intérêts de l'industrie, quand bien même. Donc, on reste toujours sur, OK, on va vous aider. Donc, je leur dis, hein, aider, c'est compenser le surcoût qu'on vous a donné, enfin qu'on vous a mis. On va vous compenser, mais il y a toujours de la décarbonation qui est liée et qui est obligatoire derrière. On peut se poser la question de quid des activités existantes, parce que certaines ne peuvent pas se décarboner, elles ont besoin de réinvestir. Qu'est-ce qu'on fait pour elles? L'Europe ne prévoit rien, quand bien même on parle de compétitivité de l'industrie. Voilà. Pour revenir du coup peut-être sur au niveau national, donc on l'a dit, la France est compétitive aujourd'hui. Demain, on annonce, Enedis, RTE annonce chacun 100 milliards d'euros d'investissement pour développer et renforcer le réseau, qui va payer le consommateur évidemment via le TURP. On a la fin de l'Arenh qui, pour l'industrie, en faisant juste un calcul rapide, hein, vous passez de 40 euros, puisqu'il y a la capacité inclue, voilà, 40 euros à 60 euros, c'est potentiellement 1 milliard d'euros de surcoût pour l'industrie. On l'a dit, du coup, il y a certains industriels, et j'en fais partie, hein, je vais pas le nier, qui peuvent discuter avec EDF pour signer des contrats de long terme qui nous donnent la visibilité pour investir dans nos projets de décarbonation. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Certains ne veulent pas, certains ne peuvent pas, et certains, on ne leur propose même pas ce type de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces industriels-là? Il y a le VNU, mais est-ce que le VNU permet, donne suffisamment de visibilité pour investir sur des horizons long terme? J'ai un doute. On a potentiellement, et on l'a dit, hein, des actifs qui sont très compétitifs en France. Est-ce que l'Europe ouvrerait la possibilité justement d'allouer certains actifs dits compétitifs sur une typologie qui en a réellement besoin, en l'occurrence l'industrie hyper électro-intensive
en a besoin. Aujourd'hui, le cadre européen l'empêche, hein, puisqu'en fait, un opérateur, quand bien même nationalisé, se doit d'agir en opérateur avisé et donc vendre au prix de marché. Et donc, comment on fait de la segmentation entre des consommateurs qui peuvent payer plus cher, on parle il y en a, et des consommateurs qui ne peuvent pas payer plus cher. Ça, c'est une question qui est ouverte aux régulateurs, alors pas forcément français, mais plutôt européens, qui reste ouverte, mais en tout cas, voilà. J'ai encore un peu de temps ou pas? Ok. Dominique l'a mentionné, il y a la flexibilité. La flexibilité, on en parle de plus en plus. Il y a les batteries qui vont le faire. Enfin voilà, peu importe. Je vais essayer de repartir un petit peu en arrière et de voir pour un industriel qu'est-ce qui était demandé avant. Avant, on demandait, ok, tu dois produire avec de la qualité et tu vas exporter ta production. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'industriel? Donc tu dois toujours produire avec de la qualité. Par contre, tu dois te décarboner. Tu dois financer ton électricité qui doit être décarbonée aussi, et tu dois flexibiliser ta consommation, et tu dois lutter contre une concurrence internationale qui maintenant exporte plutôt que l'inverse auparavant. Donc on est quand même dans un système beaucoup plus complexe pour l'industrie, et ça, je pense que peu de personnes l'ont en tête. On nous demande beaucoup, et ça, c'est quand même assez complexe. Donc oui, flexibiliser sa consommation, on peut gagner beaucoup d'argent. Je suis le premier partisan de ce principe-là. Maintenant, les industries énergo-intensives, en général, elles ont un fonctionnement qu'on appelle base load, donc continue toute l'année. Quand on dit continue toute l'année, ça veut dire flexibiliser, ça veut dire je ne reporte pas ma consommation, puisque je ne peux pas, puisque je fonctionne déjà à fond, mais donc j'arrête de consommer. Okay. Quand on arrête de consommer, vous avez la même chose avec votre voiture si elle est thermique et pas électrique. Quand vous démarrez, vous consommez un petit peu plus que quand vous êtes au nominal de votre activité. Donc, d'un côté, on a une injonction à dire, ok, vous devez gagner en performance, hein, et on est engagé notamment via des systèmes qui nous demandent de la performance énergétique, et on nous demande de la performance environnementale avec nos émissions de CO2, et en même temps, on nous dit, ok, flexibilisez votre consommation, donc arrêtez et redémarrez votre consommation, quand bien même ça a un impact négatif sur la performance et nos émissions environnementales. Donc il y a quand même, on l'a dit, hein, des injonctions contradictoires au niveau européen. Comment on fait pour lutter contre ça? C'est compliqué. Donc oui, la flexibilité, c'est un avantage. Après, est-ce qu'elle est valable pour tout le monde? Peut-être pas. En tout cas, et on l'a dit, le marché la rémunère aujourd'hui. La rendre obligatoire comme c'est prévu dans certains textes européens, nous on est contre. La flexibilité, elle doit rester volontaire pour ceux qui peuvent et veulent la faire. Un opérateur de marché logique le fera, mais après encore faut-il le pouvoir. Et si on veut flexibiliser, parfois ça nécessite des investissements. Donc on l'a dit, les actifs de production, ils ont de la visibilité avec des appels d'offres creux, avec des PPA, producteurs et autres. Si nous, on veut investir dans la flexibilité, on n'a rien. On a le mécanisme de capacité qui fait plus ou moins son effet, enfin son affaire, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut aussi, sur la flexibilité, donner la possibilité on revient sur la clarté, le cadre long terme, pour qu'on puisse investir dans ces outils-là. Ce qu'il faut, là, on est dans une salle. Je recommande vraiment de faire. Voilà, quand on laisse penser, je reviens à ma première question, du coup, j'y réponds à la première question. Est-ce que l'Europe le veut vraiment? La réponse est non. Je pense quand on est dans un discours, et c'est normal, je veux dire, on est chacun dans notre monde, mais quand on quitte une entreprise, quand je quitte mon entreprise, voilà, j'habite dans un village, on a des familles. Je pense que être dans un registre où dire l'Europe a compris qu'il n'y a pas que le CO2, il y a l'intérêt de l'entreprise, je pense qu'il faut être très, on est là pour, voilà. Je pense que c'est un choix de société qu'il faut vraiment réfléchir quand on utilise l'entreprise. Je vais répondre à la question. Du coup, j'ai retrouvé la courbe. C'est pour ça que je l'avais pas avant. La Chine.
Alors, c'est des courbes qui vont que jusqu'en 2022, parce qu'après, j'ai que des chiffres du parti qui sont un peu, voilà, qui méritent d'être réanalysés. Mais vous voyez, ça, c'est l'intérêt de l'entreprise aussi. C'est la part de l'électricité dans la consommation finale. 1990, la Chine, 5%. D'accord ? On est en 2022, la Chine a largement dépassé l'Europe et largement dépassé la France. On doit être autour de 30%. Parce que quelle est la part d'électricité en Europe ? Peut-être dans cette salle, tout le monde sait, hein, dans la consommation finale, tout usage confondu. Comment ? Voilà, 25. Quelle est la part de la France ? 27. 27. Et depuis quand ça n'a pas bougé ? Depuis 1990. Ça fait 30 ans qu'on a un produit souverain, décarboné, et tu sais pas quoi ? Eh ben, on préfère importer tous les jours 200 millions d'euros d'hydrocarbures. C'est ça qu'on fait tous les jours. Là, il est 9h30, donc on doit être à 70 millions d'hydrocarbures importés. Avec des bateaux qui passeront peut-être pas tous les jours les golfs qui vont bien. Bon. Et donc, je dis ça parce que, pardon de politiser un peu le truc, mais parce que moi, je suis dans un environnement, mon rôle, c'est ça, hein, c'est d'apporter aussi, on va dire, la vision politique de l'énergie. Et je pense que pour les entreprises, inscrire la décarbonation, c'est un choix. Parce que si la Chine continue comme ça, on est en train de faire une étude, je ne peux pas encore dire beaucoup plus. Il y a, on va dire, une espèce de nomenclature de produits manufacturés qui sont comparés dans le monde entier. C'est-à-dire, j'achète un équipement, une machine à laver, par exemple, c'est un produit manufacturé. Et on voudrait faire une étude, c'est très compliqué, pour dire quel est le nombre de grammes de CO2 dans cette machine. Donc, il y a 5000 produits manufacturés. On est aujourd'hui, je vais quand même me lancer un tout petit peu, ne reprenez pas ça, ben là, mais on pense que plus de la moitié des produits manufacturés, aujourd'hui, la Chine est en train d'être un contenu CO2 inférieur je ne parle même pas des US, mais y compris à l'Europe. Ça veut dire, les amis, ça veut dire que dans 15 ans, le CBAM, là, dont beaucoup se battent contre pour dire maintenant, il faut arrêter le carbone, etc., ça veut dire dans 15 ans, si je ne me trompe pas, je ne suis pas le seul à penser ça, hein, je n'ai aucune prétention particulière, on est nombreux dans le pays à commencer à penser ça. Dans 15 ans, ça veut dire que c'est la Chine qui fixera, on va dire, les règles en matière de carbone. Ceux qui seront vraiment derrière, pardon, c'est les États-Unis, ça c'est sûr. Ils ont fait un autre choix, Build Baby Drill, au-delà du fait que c'est honteusement genré, mais voilà, ça assume au moins. C'est-à-dire, ben, moi, je prends le pétrole. Mais nous, Europe, alors je ne sais pas, tu as dit cheval blanc. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif de dire cheval blanc, mais pourquoi on n'assume pas ce qu'on veut ? Et du coup, effectivement, et je m'arrête là, du coup, c'est un choix politique. Le choix politique, effectivement, marché versus aide d'État, Eric et Dominique l'ont super bien dit, hein, c'est-à-dire comment X années après, on dit bah, il faut toujours des aides d'État dans un marché. C'est effectivement ça. C'est le choix on va dire, de la politique énergétique. Parce que quand même, le TURP, là, je connais un peu mieux le sujet sur le plan technique. Je vous invite à une étude qui s'appelle Grid for Speed, qu'on a faite au plan européen, et qui montre que si là aussi on était cohérent en Europe, on dit en 2050, c'est quoi la part d'électricité en Europe en 2050 ? Donc on est à 25, tu dis. Eh ben en 2050, 54%. Dites, on est le 16 octobre 2025. Ouais. On écrit dans des textes européens, ceux-là on ne les conteste pas parce que ça fait pas mal à l'industrie automobile. Mais en 2050, on est à 54% d'électricité, mais au rythme actuel, même pas en rêve. Par contre, si on est à 54%, ce qui vient d'être dit sur le TURP, c'est faux, totalement faux. Puisqu'effectivement, il faut investir, et je pense qu'on habite tous dans des territoires, moi je me suis occupé des collectivités locales, si on n'investit pas dans les réseaux électriques, c'est d'autres problèmes qu'on a, hein, c'est-à-dire des réseaux de tous les jours. Et donc, si on est à 54% d'électricité, ça s'était bien vu par la Commission européenne, de part d'électricité, bah, du divise le nombre de kilowattheures voilà, bah, en fait, le TURP, il coûte pas cher du tout. Voilà, donc. Et ensuite, sur la fiscalité, là, je pense qu'on se retrouve. Bon, tout le monde sait, tout le monde, PLF 26, on verra, donc je vais peut-être m'arrêter, mais la fiscalité de l'ELEC, juste pour te dire ça, globalement, la fiscalité de l'ELEC, au gramme de CO2, elle est 11 fois plus fiscalisée que la molécule ou le baril de pétrole. 11 fois plus. C'est-à-dire, on fiscalise dans notre pays l'électricité 11 fois plus au gramme de CO2. Alors vous allez me dire, oui, bon, ton calcul est facile, tu prends le gramme de CO2. Bah ok, allons sur les chiffres de la Creux. On va au mégawattheure. Dominique, tu peux
pense qu'on sera d'accord là-dessus. Un truc qui s'appelle l'assise. Je ne parle même pas de la TVA. Hein, on est à 33 €, si mes chiffres sont bons. Sur l'électricité, on est à combien sur le gaz? 17. Donc, on taxe 2 fois plus au mégawattheure un truc qu'on fait chez nous, qui est décarboné, qui est disponible, qu'un produit qu'on importe. Ça s'appelle de l'incohérence des politiques publiques. Pour une question, 20 secondes devrait suffire. Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. Je voudrais juste contester amicalement et en 1 minute. Les 50% de part de marché de l'électricité en 2050, on peut très bien imaginer que ce ne soit pas vrai et qu'en même temps on décarbone et qu'on réindustrialise. Pourquoi? Parce qu'il y aura les SMR thermiques qui vont se développer, c'est du nucléaire, et les SMR thermiques vont faire 3 choses brillantes. La première, c'est ne pas assumer les 50% qui est une farce. Deuxièmement, créer de la chaleur décarbonée dont on a absolument besoin pour la transition. Et troisièmement, réindustrialiser le pays parce que c'est local. Donc, je voudrais très amicalement contester. Et ça, c'est une vision prospective. Merci beaucoup. On aurait dû le préciser au début, effectivement, dans Petit Déjeuner de débat, il y a débat. Donc, non seulement entre vous, mais également avec la salle. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, on passera un micro. Merci beaucoup pour ces premières interventions. Donc, sans aller trop loin, je pense qu'on n'est pas sur un satisfecit éprouvé sur les règles. J'aimerais néanmoins entendre peut-être Eric, dont c'est le métier, sur l'écho, la répercussion qu'a pu avoir ce texte-là et les autres point d'inflexion récent de la Commission européenne sur ce que vous voyez passer comme projet des entreprises qui néanmoins doivent recevoir l'aval et qui permettent de faire évoluer les choses, et puis peut-être les autres intervenants sur si ce n'est un nouveau système monétaire européen, peut-être avec un niveau d'ambition en dessous, néanmoins, que peut faire l'Europe qui soit peut-être plus proche d'une politique ayant vocation à faire un choix et faire avancer les choses. Merci. Question, malheureusement, disons, alors je vais juste me baser sur les dossiers qu'on traite. C'est une vision, bien entendu, parcellaire de la réalité, mais elle est pas très belle, en ce sens que sur les principaux, les dossiers d'aide d'État qui nous arrivent en ce moment, et ce qu'on lit dans les journaux, c'est non pas effectivement des entreprises qui vont chercher des aides à l'investissement, c'est plutôt des entreprises qui font faillite, notamment dans la sidérurgie, notamment dans l'aluminium, et globalement, donc ça c'est les dossiers que nous on voit arriver en ce moment. Pas que le prix de l'électricité, il y a probablement d'autres facteurs, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate, que la désindustrialisation se poursuit, d'une part à travers nos dossiers et d'autre part à travers la lecture de la presse, puisque la fermeture du site de Peugeot, de Stellantis à Poissy pendant 3 semaines n'est pas non plus un signal d'avenir. Et donc j'ai une question pour Dominique. Donc effectivement, les prix de l'électricité en France ont baissé et sont relativement bas. Et je serais intéressé de savoir si, au niveau de la CRE, vous arrivez à distinguer la part de cette baisse de prix ou de ce prix compétitif qui résulte du parc nucléaire et la part qui résulte simplement de ce que vous disiez aussi, ou de ce que on a dit aussi, qui est simplement une stagnation de la demande. Puisque effectivement, moyen d'industrie en Europe, moyen d'industrie en France, moyen de consommation, et plus les prix baissent. Bon, merci pour la question. Je crois que, c'est un marché, donc peut-être je vais en profiter pour en dire un petit mot. Le marché de l'électricité et du gaz européen est une machine d'une incroyable efficacité. C'est une machine à produire de la valeur ajoutée économique pour la société européenne. Donc vous avez alors maintenant c'est des prix par quart d'heure, donc on a encore sophistiqué la chose, mais il y a 35 000 prix sur l'année, parce qu'il y avait 8 560 heures x 4.
Donc vous avez des prix à 0, des prix à 200, 300, 400. Enfin, en moyenne, ça délivre un signal qui statistiquement reflète vraiment la valeur de l'électricité dans chaque pays de façon très efficace et en permettant d'optimiser complètement à chaque moment les échanges au sein de l'Union européenne. Et c'est d'une efficacité absolument maximale. On va dire qu'on a quasiment atteint le top du top, même s'il y a toujours des textes et des progrès qui sont faits. C'est vrai que c'est relativement complexe, mais enfin le secteur s'y est adapté. Donc quand ça va mal, les prix montent. Quand ça va bien, il y a beaucoup de production, un peu de consommation, les prix baissent. Ensuite, est-ce que c'est les facteurs, les combinaisons, elle est connue. La production est là et la consommation n'est pas là. Donc on a des prix aujourd'hui qui ont baissé et qui sont bas parce que dans les 3 prochaines années, les acteurs de marché savent que la production va continuer à augmenter. On a du nucléaire qui semble être bien tenu dans la durée, et on a un peu de production renouvelable qui va continuer à être mis en service, rien qu'avec ce qui a été décidé depuis 2 ou 3 ans. On le sait, c'est déjà, ça va être fait. Et pour l'instant, la consommation, personne ne va voir repartir. Donc voilà, si en 26 la consommation repart, peut-être que les prix remonteront un peu. Mais le niveau actuel, il est quand même parti pour durer. On a aussi, si on veut avoir du long terme dans les perspectives cette fois françaises, on a quand même, on espère qu'on pourra, en temps et en heure, porter une bonne partie du parc actuel à 80 ans. Enfin, d'un point de vue économique, c'est ce qui crée de la valeur. Et donc, il n'y a pas de raison, d'autres pays l'ont fait, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire. Et dans ce cas-là, la situation actuelle pourrait perdurer. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Évidemment, c'est pas une certitude pour personne, mais ça donne quand même des perspectives intéressantes aux acteurs qui veulent ou soit rester en France, investir en France, ou venir en France. Moi, je voudrais quand même dire un mot aussi sur le niveau européen. Je pense qu'il y a quelques points sur lesquels je peux peut-être compléter ou apporter un éclairage un peu différent de ce qui a été dit. La contradiction entre le fait qu'on ait encore des aides d'État aujourd'hui, alors qu'on a un marché libéralisé depuis 25 ans en Europe. Enfin, le marché est libéralisé, mais l'intervention de l'État, au sens État et Europe, elle est très forte. La décarbonation, c'est une politique publique. Donc, le charbon allemand est très compétitif. Hein. Je faisais le point dans un rapport de la Creux récent. On y a un tableau, si vous, bon, il faut le trouver, mais les 13 dernières années avant 2024, le calendar allemand, l'année Y+1, était plus bas que le calendar français. Donc même à l'époque de l'Arena 42 et où le nucléaire à 42, etc., l'Allemagne était 2-3 euros moins cher tout le temps. Donc la première année depuis 13 ans où la France est passée en dessous de l'Allemagne sur le calendar de l'année +1, c'est 2024. Et cette année encore plus, on a même 25 ou 30 euros d'écart. Donc oui, énorme intervention pour décarboner. Donc prix du CO2, donc tout le charbon allemand, il y a le prix du CO2 dedans, etc., etc. Et donc sortie du charbon, sortie du nucléaire en Allemagne, etc. Mais en tout cas, intervention de l'État, crise du gaz, bon, ben ça, c'est, voilà, on a tous, collectivement, côté européen, enfin, surtout l'Allemagne, on va dire, mis tous les œufs dans le même panier, du gaz russe. Donc, lorsque la crise géopolitique est arrivée, c'est une crise énorme, donc les États sont intervenus, et l'Union européenne aussi. Donc, c'est pas tellement une contradiction, c'est qu'il y a des politiques publiques très fortes qui viennent interférer avec le marché qui, lui, a été optimisé et particulièrement efficace. Pareil, on ne sait pas où on veut aller, l'Europe ne sait pas où elle veut aller, je trouve que c'est un peu injuste. Il y a quand même neutralité carbone en 2050, texte européen, texte national, certains pays me fait même 2045. On a les moins 55 en 2030. Alors là, il y a le débat sur moins 90 en 2040. Enfin, même si on fait moins 80 en 2040, c'est quand même c'est des efforts extraordinaires. Donc oui, la société européenne, notre pays, mais les autres, est travaillée par des forces contraires. Il suffit de voir Trump, le Trumpisme en Europe, il existe malheureusement. Chacun son opinion. Monsieur Poutine à nos portes, il ne développe pas beaucoup d'éoliennes ou de photovoltaïques dans son pays, donc c'est pas son sujet. Donc oui, et il a beaucoup d'influence dans la société. Donc oui, une partie de l'Europe se pose la question. Mais l'Europe aujourd'hui, en tant qu'institution, a un objectif très clair de décarbonation, de neutralité carbone. On ne se rend pas compte. En 2050, un objectif énorme. La complexité, les 50, etc. Oui, mais c'est un peu facile de se moquer. Nos sociétés sont complexes. Les règles du marché européen de l'électricité, honnêtement, elles sont très complexes. Donc, c'est pas 50 pages, là, c'est plutôt... Voilà, les règles de RTE, c'est des centaines de pages. Je vous invite ou pas à lire, quand ils finiront d'être publiés, les textes et les décrets sur le fameux VNU. Voilà, même à l'échelle française, on va faire un truc, ça a l'air très simple. Et EDF gagne beaucoup d'argent, ben, on redistribue à la moitié, etc., aux consommateurs. Au lieu de les mettre en place, 40 millions de consommateurs,
du particulier qui a un PV à 3 kVA, un électro-intensif, en passant par les fournisseurs, ceux qui changent de fournisseur en cours d'année, ceux qui sont mensualisés. Donc, évidemment, vous voulez être intelligent, le VNU sera versé pas aux heures de pointe, seulement aux heures où on va encourager la consommation. Donc, voilà. Essayez de lire, vous allez voir que les 50 pages du texte européen vont vous paraître limpides. Donc, le monde est complexe. Quand on veut faire de l'intervention publique, c'est complexe parce que, bien évidemment, qu'on ne peut pas jeter l'argent public par la fenêtre. C'est quand même la moindre des choses, donc la première des choses. Donc, il faut vérifier ce qu'on fait avec tout ça, et donc, tout est compliqué. Voilà. Et après, sur la dernière question sur est-ce qu'on veut plus d'Europe, comme on l'a fait pour la monnaie, comme on ne l'a pas fait pour les marchés financiers. Si on prend le rapport Draghi, il y a un an, qui avait marqué quand même une étape importante, qui est très, très lu et très considéré par la Commission européenne comme vraiment un document très important. Il dit 3 points. Les marchés financiers ne sont pas intégrés. Donc, vous êtes une start-up, vous voulez vous développer, vous devez, votre financement il est national, etc. Enfin, il y a tout un tas de difficultés. Le frein à l'innovation partout, beaucoup trop de réglementation. Donc, là où on peut essayer de simplifier la vie pour favoriser l'activité économique. Et il dit aussi marché de l'énergie trop fragmenté. Maintenant, là, c'est quand même beaucoup plus complexe. Les sujets, ils sont quand même différents. L'Italie a fait un référendum aux années 80 qui a dit « je ne veux pas de nucléaire ». L'Allemagne, en 2011, après Fukushima, en une semaine, elle a dit « je sors du nucléaire ». La France a fait le choix totalement inverse, en y récompenser aujourd'hui. Après quelques hésitations, je vois Jean-Paul effectivement qui hoche la tête, il y a eu quelques hésitations effectivement à ce moment-là, c'est vrai. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les choses sont clarifiées. Voilà, est-ce que collectivement, on accepterait de déléguer à Bruxelles le choix du mix énergétique, du mix électrique? Est-ce que les Allemands accepteraient de déléguer à Bruxelles? Il faut se poser la question. Donc, je pense qu'il faut vivre avec le système tel qu'il est. Le mix énergétique, il est l'affaire des pays. Dans un monde idéal, peut-être que ça serait à Bruxelles. Pour l'instant, on n'est pas mûr du tout pour ça. Voilà, et acceptons de vivre avec, essayons d'optimiser au mieux le système, et le marché le veut. Après, et là c'est peut-être les rêves de on va faire un grand marché européen d'électricité avec les mêmes prix partout. Bon, d'abord, à court terme, les prix actuels ils sont plutôt favorables en France. Ensuite, ça nécessiterait de faire, pour le coup, énormément de réseaux. Par exemple, amener beaucoup plus de production photovoltaïque espagnole, qui par moment est très forte, jusqu'au cœur de l'Europe. Il y a 1000 km à traverser en France. Donc là, dans le schéma à long terme de RTE, ce point est très bien mis en évidence. On a renforcé les interconnexions, en gros, jusqu'où on pouvait au maximum, et on va passer à 5 gigawatts avec l'Espagne, ce qui est beaucoup. Aller au-delà, et aux autres frontières, c'est la même chose, ça nécessite de renforcer les réseaux internes. Et renforcer les réseaux internes, c'est des lignes 400 000 volts, c'est de l'opposition locale, et surtout, c'est très cher. Et si vous les enterrez, c'est entre 5 et 7 fois plus cher. Donc là, ça devient hors de prix. Donc voilà, l'intégration européenne totale du marché de l'électricité, ça peut être un but à très long terme, mais il faut avoir conscience que ça nécessite beaucoup d'investissements dans les infrastructures et dans les réseaux. Juste réagir aussi, parce que je pense qu'en fait, on dit la même chose. En fait, hein, l'Europe a des ambitions de décarbonation. Maintenant, c'est quel outil elle peut mettre en œuvre et elle veut mettre en œuvre. Et en fait, je pense que c'est ça qui est signalé par Christian. En fait, on a des ambitions, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. C'est à partir de là, ou en tout cas, ce qui est proposé n'est pas effectif. Je reviens aussi à un point. Tout à l'heure, Dominique a mentionné des prix compétitifs à 50 € le mégawattheure par le passé. Il a redit 40 €. Effectivement, en fait, on était plutôt à 40 € par mégawattheure. On est aujourd'hui à 60 et on considère ça comme compétitif. Ça fait quand même plus 50% entre avant crise et post crise. Quand bien même c'est stabilisé, il y a quand même un gros delta. Effectivement, donc nous, l'électrification, l'électricité est considérée comme compétitive, très bien. Elle est compétitive, on voit les prix négatifs, des prix à zéro. Ça, c'est sur le spot. Et en fait, on l'a dit, si on veut investir et donc augmenter nos consommations, c'est sur le long terme. On parle long terme, on souhaite signer un PPA ENR qui fait des prix négatifs sur le spot. Un PPA ENR, vous allez jamais le sortir à 0 €, à 10 €, à 20 €, 30 € si vous êtes au Moyen-Orient. Si vous êtes à Dunkerque, vous allez jamais le sortir à 60 €.
Et là, on parle juste que du pay as produce. Après, il faut transformer cette production pour la faire convenir à nos besoins. Et nous, on l'a dit, on est plutôt stable. Donc très compliqué. Donc ok, c'est attractif sur le court terme, mais c'est pas ça qui fait le déclenchement des investissements et c'est pas ça qui fait augmenter la consommation de manière pérenne. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est et là on le voit, hein, du coup les PPA, on voit le support des États qui diminue parce que la surcharge qui est dans les taxes et donc le fait que l'électricité soit très taxée, c'est peut-être aussi que derrière, enfin il y a une grosse partie qui correspond, enfin l'ancienne CSPE sur le soutien aux renouvelables. Ce soutien, il a vocation en contrainte budgétaire à diminuer et donc on voit que l'État cherche, et l'Europe notamment, avec les tripartites contract, cherche à faire le lien entre le producteur et le consommateur. Donc on l'a dit, en fonction des actifs de production, c'est compliqué de se rejoindre, mais il y a une volonté quand même entre producteurs, consommateurs et les pouvoirs publics de travailler ensemble. Donc, je suis plutôt positif là-dessus. Le constat est quand même négatif aujourd'hui, mais voilà, on a une volonté d'avancer. Maintenant, est-ce qu'on ira assez vite par rapport à la concurrence internationale? Voilà, on travaille beaucoup l'avenir sans se rendre compte que le présent est quand même très noir. Là-dessus, je suis d'accord. Non, mais dire d'abord, je prends la position de l'UFE, donc l'ensemble des acteurs. On est vraiment en faveur d'une politique publique européenne qui rend possible la décarbonation, y compris si ça passe par aide d'État, juste pour le préciser, parce qu'on est évidemment très conscient, on va dire, des problématiques qui sont celles, là on parle des électro-intensifs, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi des industries, je pense au papier, enfin, etc., qui sont peut-être un peu moins, mais bon, on est complètement en faveur de ça. Deux, je pense quand même, la nécessité, me semble, dans notre secteur, de remettre effectivement, je sais pas s'il faut dire de la physique ou de la science, ou, enfin, mais quelque chose de, enfin, les politiques publiques, là, je vais pas citer de nom, mais on voit bien, on a du mal à remettre de la rationalité. Moi, je peux vous dire que, encore une fois, on va rentrer en 2026 dans des débats politiques. Et l'énergie, il y a eu, il y a quelques semaines, la rentrée universitaire du MEDEF, la REF, comme on appelle ça. Et donc, il y avait les présidents de partis, ils étaient tous là. Et c'était pas prévu au programme, on avait laissé libre cours. Sur les 1h15, c'était plus de la moitié, ça parlait d'électricité entre les partis. Donc ça veut dire que, et là j'essaierai pas de me tromper, qui était pas encore chef d'État, mais un débat télévisuel de 2012, si je me souviens bien, entre les finalistes, Madame Ségolène Royal et Monsieur Sarkozy, où le 7, décidément, où le débat, merci Jean-Paul, qui est pas seulement compétent dans les sujets industriels. Le débat, c'était est-ce que c'est la génération X ou Y. Moi, je peux vous dire que il faut pas exclure le musée des horreurs en matière d'énergie. Sur le mode, et je sais pas s'il faut l'appeler trumpisme, Dominique, mais je pense, enfin, je vois, il y a des choses qui sont déjà imprimées. Sur le mode, bah, tu sais pas quoi, nous, la France, on est quand même super bon, on a l'hydraulique, le nucléaire, le renouvelable, bah, tu sais pas quoi. Les voisins européens, on va sortir de ce marché. En plus, ils nous imposent le prix par le gaz. Je vois des textes d'endroits assez sérieux. On dit, bah, le prix de l'élec, Dominique, tu l'as dit, beaucoup trop compliqué, là. C'est plus simple. C'est gaz plus CO2. J'ai lu ça, il y a quelques jours. De trucs assez sérieux. C'est gaz plus CO2, le prix de l'élec. Mais comment on peut laisser passer des horreurs comme ça? Alors qu'en 2022, effectivement, la part, le temps pendant lequel, effectivement, le prix de l'élec était connecté au prix de gaz, on sait pourquoi, problème nucléaire français, enfin bon, on va pas refaire. Bon, mais en 2024, moi, je sais pas là les chiffres, mais on a sorti les chiffres, quel est sur une année, le nombre d'heures où c'était connecté au gaz. C'est en dessous de 17% de mémoire, en 24, et c'est encore moins. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit, et c'est pour ça que c'est super que vous organisez ça ici, dans un lieu comme ici. Il faut qu'on soit capable, et c'est mon rôle aussi, c'est le rôle de l'ensemble de mes membres, de remettre un peu de. Et puis, troisième message, c'est effectivement
parce que la bascule peut être très très vite. Moi, je trouve que j'étais en Allemagne dans les années 2009, 2010, 2011, 2012. Donc, je dirigeais le 3e énergéticien allemand. On avait 4 réacteurs nucléaires. Et effectivement, après le 11 mars, on a fermé en 10 jours 2 réacteurs dans le sud de l'Allemagne, Neckarwestheim et Philipsburg. On n'avait pas du tout étudié si les réseaux tenaient, parce que je présidais le transport aussi. Bon, heureusement qu'il y avait l'hydraulique de nos amis du sud de l'Europe, je pense à la Suisse et l'Italie, mais pour dire qu'effectivement les choses peuvent basculer très très vite dans le bon, pour le meilleur et pour le pire. Je parlais de Mesmer dans les années 70, ça a été pour le meilleur. On a pris une décision radicale. Voilà. Et puis je termine juste par la question Europe. Donc j'ai dit aide d'État. Moi je pense qu'il faut se donner les moyens de décarboner et d'assumer le fait qu'on veut rester le continent qui décarbone nos produits manufacturés. Je pense que c'est un choix de société et du coup, il faut aligner les politiques publiques et je parle pas que des politiques énergétiques, encore une fois, je parle aussi notamment de la politique fiscale qui est quand même un structurant pour le vivre ensemble. C'est la fiscalité qui dit combien on met pour l'éducation nationale, pour je sais pas quoi, pour la santé, etc. Et je pense quand on dit et moi je suis plutôt optimiste, c'est pas le mot, mais je pense qu'on doit pouvoir aller plus loin. Alors non pas en ayant le même mix. Dominique, tu as complètement raison. Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé de la Pologne. J'étais en Pologne l'autre jour. Bon, électrifier en Pologne, c'est prendre du charbon ou de la lignite. Bon, mais je parle pas du mix parce que peut-être trop longtemps on a pensé toute la politique énergétique par l'investissement à l'amont et dans les infrastructures. Moi, je nous invite à réfléchir, et vous êtes dans un lieu là où vous pouvez réfléchir, y compris par des economics. Mais c'est quoi une politique énergétique qu'on prend par l'autre bout, qu'on prend par les entreprises, les électro-intensifs, qu'on prend par les segments d'entreprise, et ça veut dire quoi ensuite, en conséquence, parce que le mix on n'aura pas le même. L'Allemagne a besoin de 20 gigawatts de supplémentaires, je connais un peu le marché allemand, de 20 gigawatts supplémentaires de CCG, de cycle combiné gaz pour tenir le système électrique en termes de security of supply. Et donc, moi, je vous invite l'Europe à prendre la politique énergétique, non pas par le canal énergétique, j'allais dire, mais par l'ensemble des politiques publiques et par la finalité, me semble-t-il, en tout cas, c'est celle qu'on défend à l'UFE, de garder le CO2 et le 2050 que tu évoquais, Dominique. Et sinon, je vais dire quelques mots pour conclure, parce que dans Petit Déjeuner Débat, il y a aussi Petit Déjeuner, ça se passe au fond de la salle. Donc, parmi les choses que je retiens aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui a été pour les férus d'aides d'État entendus, mais pas par tous, dans l'intervention d'Éric, c'est que les aides d'État, une des raisons pour lesquelles Bruxelles met des garde-fous autour, c'est parce que parfois elles peuvent fausser la concurrence entre les États. On a évoqué aujourd'hui longuement le fait que c'est dans ce domaine du prix de l'électricité, c'est peut-être pas toujours la question de la concurrence entre les États qui est importante, mais que dans le même temps, peut-être que ce que permet cet assouplissement à minima à court terme, c'est de gommer des choses que l'Europe aurait sinon interdites, comme une des motivations de l'Allemagne à revenir sur des choix qui leur coûtent très cher aujourd'hui, puisque ce qu'on voit là ici, c'est que peut-être que c'est outre-Rhin qu'on avait le plus besoin de se donner des possibilités d'intervenir sur ce sujet. Moi, j'ai été biberonnée dans une décennie que je ne préciserai pas à l'Europe de l'énergie. Je sais pas comment je ressors d'aujourd'hui. Néanmoins, ce que j'entends, c'est la décarbonation peut être aussi une opportunité pour rebondir devant notre incapacité justement à se mettre d'accord sur un mix énergétique et prendre le sujet par l'autre bout, que ça soit celui de la politique industrielle ou de l'impératif de la décarbonation. Je pense aussi, et on a finalement un peu parlé des idées qui flottent en matière d'intervention directe de l'Europe en soutien à ces sujets-là, de type Banque européenne de décarbonation. Finalement, l'aide européenne qui a le plus de chances d'être validée par Bruxelles, c'est celle que Bruxelles
donnera lui-même. En plus, elle aura le bon goût de ne pas être dans le budget de l'État français ou des autres. Et donc, c'est sur cette note que je vous laisse aller rejoindre le bout du couloir pour un café, des viennoiseries et peut-être prolonger la discussion après quelques mots d'Éric sur la suite de la vie de la chaire. Merci beaucoup à nos panélistes, comme on dit en anglais. Je pense que s'il n'y a pas eu de questions dans la salle ou trop d'interventions dans la salle, merci pour l'intervention courte de tout à l'heure. C'était parce que effectivement, vous avez traité toutes les questions que l'audience aurait souhaité. Et donc merci infiniment. Le prochain événement de la chaire aura lieu en ligne. Il aura lieu jeudi prochain de 15h à 17h. Ce sera un débat sur une question qu'on a un peu abordée aujourd'hui, qui est la question de la capacité en fait de réguler dans le contexte géopolitique. En fait, on lance, voilà, on aura une discussion qui est liée à la publication d'un ouvrage chez Oxford University Press, ce qui fait un peu une analyse un peu approfondie des différents mécanismes de gouvernance économique internationale au plan mondial, donc avec une 50aine d'auteurs qui ont rédigé 40 chapitres. C'est les Oxford Handbook, donc c'est des sommes, voilà, un peu. On a demandé à des collègues indiens, américains, européens, brésiliens, qui ont à la fois une expérience en matière de politique publique, mais qui sont aussi des universitaires, de réagir à ce qu'on met en avant dans l'ouvrage, mais surtout aussi de nous donner finalement un peu des clés de lecture sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde où effectivement l'ensemble des politiques publiques et des comportements des acteurs économiques et des citoyens sont fortement influencés par les tensions géopolitiques voilà, donc de toute nature et qui émergent de toutes parts, si je puis dire. Voilà. Donc merci à vous. L'information sur le rendez-vous de la semaine prochaine sera évidemment diffusée sur nos réseaux. Et puis voilà, on aura d'autres petits déjeuners et d'autres événements de la chaire, mais on les annoncera plus tard. Merci infiniment.